J'ai fait du storyboard un tout petit peu, quelques mois, pour une série qui s'appelait Corneille et Bernie avec, avec Manu Klotz. C'est une bande assez rigolote, assez spéciale, une bande un petit peu spéciale. Ils ont une bonne réputation eux, mais voilà, ils faisaient du très bon boulot. Et puis après, j'ai fait mon court-métrage. J'ai eu une boîte qui démarrait, qui s'appelait Cube, qui démarrait à peine, qui avait pas de bande démo. Le mec était venu au jury et il m'avait dit tiens, si tu as 5 mois à tuer, j'ai des machines vides, j'ai pas de boulot en ce moment, je te paye et puis tu fais ton court-métrage. Voilà, il m'avait dit tu mets de la 3D dedans, parce qu'on a un studio 3D, vous voyez le résultat, c'est pas tellement de la 3D, c'était à quoi ça sert l'amour. Il y a de la 3D vaguement, parce que j'ai fait des espèces de plaques sur After, mais enfin c'est pas exactement de la 3D quoi. Voilà, j'ai fait ça, après j'ai fait un peu d'animation, beaucoup d'animation 3D, c'est là que je me suis mis chez Patestan à MacGuff, avec Pierre Coffin. Pierre Coffin, il a commencé à faire des petites séries pour la jeunesse, c'était une espèce de chien avec un gros éléphant. Ouais, c'était des jingles, et en fait ça marchait plutôt bien, et ça a vraiment commencé à fédérer le studio MacGuff, ce truc, puis après ça a évidemment explosé. Voilà. Et après, quelques courts-métrages, des pubs aussi en Angleterre. À Passion Picture, voilà, du storyboard de nouveau, et puis voilà, et puis Pixar aussi après. Ouais. Pixar, ils t'ont contacté, tu les as contactés? Pixar, c'est un Français là-bas qui m'avait contacté, qui m'a dit tu devrais envoyer ta bande démo. J'ai fait ça et j'ai pas eu de retour pendant 1 an. Mais j'étais pas, alors bon, ça fait un peu branleur de dire ça, mais c'était pas je pense que j'aurais pas postulé spontanément. Après, quand quelqu'un m'a dit voilà, tu devrais y tenter. L'idée m'est venue, mais c'est pas quelque chose dont je rêvais d'aller bosser chez eux parce que voilà, c'était un poste de 3D. Moi, j'étais pas non plus grand fan du média. Je sentais bien que c'était pas un truc qui me plaisait, mais en même temps, je me suis dit c'est l'avantage. Et puis j'avais secret espoir de glisser au storyboard là-bas. Ouais. Et ça s'est pas trop fait. C'était un peu compliqué. Voilà, c'est aussi une autre culture, donc on arrive, on connaît pas bien plein de choses. Et puis bon, bref, peut-être j'étais pas bon ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ça a pas pris là-bas en storyboard. Donc je suis rentré. Voilà. Je suis rentré, j'ai fait 3 ans là-bas. Et puis quand je suis rentré, j'ai fait un peu de pub, un petit clip, Lourlouz Attack, là, un petit machin. Et hop, je commençais sur la série. Je vous ai compris. À propos de quoi? D'une manière générale, je vous ai compris. Vous le faites à combien? Un cher carotte. Prix spécial, domaine des dieux, 40 sesterces. J'achète. Vous êtes devenus une bande d'imbéciles cupides. Bon, on était déjà des imbéciles bien avant les Romains. Ouais. C'était plus ou moins Pierre Coffin qui était voilà, c'était lui qui était pressenti, mais en fait, ça se savait que ça ne serait pas lui, parce que lui était parti sur des trucs de Illumination. Mais c'est d'ailleurs lui qui m'a envoyé un mail en me disant tiens, M6, je cherche un réalisateur, j'ai mis ton nom, voilà. Donc voilà, donc je pense qu'il faut être très honnête. J'ai pas appris énormément de choses. Si, j'ai appris des choses. On a appris beaucoup de choses, mais pas directement en tant que réalisateur. Je faisais de l'animation. Après, chez Pixar, ils ont énormément de ce qu'ils appellent leur université, là, University, où on peut avoir des cours constamment. Donc ça, c'est vachement bien. Ouais. C'est ça. En fait, ils sont dans une logique qu'on n'a absolument pas en France, mais qui est assez agréable. Ils sont pas du tout, bizarrement, ils sont pas flippés sur le savoir, la connaissance. Ils laissent vachement circuler les informations. Et il propose à plein de gens de faire des cours de scénario, il propose à tout le monde de faire des cours de storyboard, d'analyse de films. Et en fait, si tu as du temps, et si voilà, tu peux vraiment faire des cours avant de bosser, pendant ta pause du déjeuner et le soir jusqu'à 9-10 heures. Et donc en fait, moi j'en ai fait vachement à l'époque. Donc j'en ai fait, ouais, c'était hyper bien, et j'ai vraiment bouffé du truc. Je pense que ça m'a aidé aussi pour l'animation, mais toujours est-il que pour réaliser, mais toujours est-il que c'est sûr que la carte Pixar pour un film qui doit se monter avec je sais pas combien de millions comme Astérix, elle est utile. Voilà, les producteurs ils savent pas trop. Bon voilà, j'ai été animateur, bon oui, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont rassurantes. Je pense malheureusement c'est un peu ça aussi pour les financiers. Voilà. Après, ça suffit pas. Voilà, il faut assurer derrière. Mais c'est aussi des trucs qui sont. Je suis pas sûr qu'on m'aurait filé ce poste direct comme ça si j'avais pas fait Pixar derrière. Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai ce que j'ai préféré, bizarrement. C'est un peu con de dire ça, mais c'est les cours théoriques. C'est-à-dire
histoire du cinéma d'animation, tous les mecs qui venaient nous présenter des films ou les analyses de films, bizarrement, c'est les choses qui m'ont plus plu. Donc François Darras, j'aimais énormément François Darras. J'ai eu, au cours de cette année, la première année, j'ai eu trois chocs, on va dire, trois choses qui ont été déterminantes. Le premier, c'est quand j'ai vu Free Radicals de Nen Lai. Je me suis dit, ok, c'est ça ce que je veux faire. Voilà. Et ensuite, le deuxième choc, ça a été un ballet de William Forsythe, en fait, parce que je l'ai souvent, enfin moins maintenant, mais j'allais voir pas mal de danse contemporaine parce que ça me fascine en fait. Et j'ai vu un ballet de Forsythe en 97 en fait, et au Châtelet, c'est extraordinaire. Je ne pensais pas que le corps qu'on pouvait aller si loin en fait dans l'expression corporelle en fait. Et voilà, je ne pensais pas qu'on pouvait manipuler le corps comme ça. En fait. Et avec, en même temps, ce qui m'intéressait, c'est que Forsythe, il a un langage très très classique. C'est-à-dire les danseurs, ils sont sur des pointes, c'est impeccable. Hein, et il casse en fait les codes. Donc il y avait ce mélange d'académisme et d'hyper contemporain glacial en fait, avec une scénographie, un fond gris, un rapport à l'espace. Enfin, voilà, fascinant. Et donc je me disais, ouais, l'animation et la danse, il y a quelque chose là. Et enfin, la troisième découverte, ça a été le travail d'Yves Tanguy, qui est un peintre surréaliste en fait, qui a quasiment toute sa vie fait le même genre de tableaux, qui sont des espaces qui sont un peu comme des visions de l'inconscient en fait. Donc c'est très, très gris, assez un peu coloré, c'est vrai, mais comme des algues avec des ombres portées en fait à chaque fois, et très très étrange. Et en fait, quand j'ai découvert ça, waouh, il y a toute une dimension de la peinture en fait qui m'avait échappé. En fait, j'étais très, je m'étais nourri surtout des grands classiques en fait, depuis les portraits du Fayoum jusqu'au fauve en fait. Hein. Et cet aspect du surréalisme, pas le surréalisme en général, mais cette partie-là du surréalisme m'a fasciné. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, ce rapport à cette vision de l'inconscient ça représente quelque chose, mais quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. Et j'y ai vu une porte ouverte pour faire de la 3D aussi. Parce que je me dis, ça s'y prêtait très très bien. Après, il y a eu d'autres choses qui m'ont orienté en fait ce parcours, c'est de voir comment les autres travaillaient en fait. Ça a été incroyable. Je veux dire, entre le type qui est là, qui dessine pas pendant toute la matinée, on voit qu'il est en train de réfléchir juste à l'animation, à l'autre qui est là, qui n'arrête pas, à l'autre qui est là, qui joue, qui revient dessus, qui jette des boulettes. Enfin, tous ces profils, un type qui vient de design, un autre de communication visuelle, un autre qui arrive, qui avait fait des maths, un autre qui avait fait... Voilà, tout ça a été dingue. Et ça m'a permis aussi de voir là où je voulais pas m'engager en fait. Voilà, je voyais, il y avait une telle aisance, il y a certaines personnes qui avaient une telle aisance sur la recherche de personnages et de ça, que je me sentais à des années-lumière de ça, incapable en fait d'aller, et tellement juste dans l'animation. Je me souviens, il y a une animation que j'ai faite qui m'a beaucoup marqué, c'était la marche d'un hippopotame, et elle était nulle cette marche, et on aurait dit qu'il flottait. Mais par contre, il y avait une chose qui m'a fasciné, c'était très rough, et c'était la vibration du trait. Et c'est-à-dire ce mélange espèce de fourmillement dans quelque chose de constant en fait. Donc une grande nervosité calme. Ouais. Et c'est l'espèce de tension, de force. Je me dis, waouh, mais là il y a quelque chose à explorer. Là il se passe quelque chose. Ma marche elle était nulle. C'était un papillon, un hippopotame, il marchait pas, il marchait très mal. Mais je me souviens, j'ai vu ça, et les traits qui frétillaient comme ça. Oh, ouais, plastiquement, ça m'intéressait.
Moi j'aimais bien dessiner et j'aimais bien le cinéma, donc je me suis dit connement que ça allait être cool de faire du cinéma d'animation pour faire du dessin et du cinéma. Parce qu'en fait le cinéma que j'aime n'a rien à voir avec même le dessin animé en règle générale et le dessin animé même que je pratique. Parce que je regarde peu de dessins animés, je regarde que des films en prise de vue réelle quasiment. Et du coup, je me suis un peu trompé au départ, j'ai un peu souffert. Et finalement, ça va mieux en trouvant ces marques un petit peu comme ça. On arrive à faire du cinéma d'animation qui nous plaît, je pense. Mais moi, c'était ça, une sorte de motivation erronée, quoi. Du coup, aujourd'hui, j'aime bien dessiner, encore, mais de moins en moins animer, réaliser, faire des histoires, etc. C'est l'intérêt, c'est plus facile de faire du cinéma d'animation, pour moi en tout cas, que de prendre une caméra, d'aller gérer des acteurs et de se lancer dans un énorme travail d'équipe, de repérage, de réel qui m'intéresse toujours beaucoup, mais j'ai des amis qui le font très bien. Voilà. Assez vite en première année, je me suis rendu compte que ce qui me saoulait en animation, ce qui m'énervait vraiment, c'est que l'animation regardait que l'animation. Et en fait, j'ai été assez triste la première année parce que je me disais putain, je vois toujours la même chose en anime. On voit jamais. Et c'est vraiment à partir de la fin de la première année où je me suis dit en fait, faut qu'on trouve à l'époque, je connaissais pas encore Kevin et il faut que je trouve un vocabulaire qui me permette de graphiques déjà, qui me permettent de raconter des histoires que je vois pas et que j'ai envie de voir en animation. Du coup, je suis allé vers une forme de réalisme parce que ça me permettait de raconter autre chose que ce qu'on voyait déjà, des gags. Et du coup, fatalement, un peu, je suis allé vers une école un peu japonaise parce que c'était voilà, en essayant d'implanter un dessin français plus référencé. Moi j'aime beaucoup la gravure et je viens d'une famille où on a des peintures des années 50 américaines chez moi et du coup il y a eu un mélange comme ça. On s'est rencontrés donc au festival d'Annecy et on s'est dit vas-y viens on fait on m'avait commandé un clip pour Renard et là en fait on s'est rencontrés au festival d'Annecy, j'ai dit à Kevin vas-y viens on le fait tous les deux et on a passé un mois, on est revenu à Paris et on a passé un mois vraiment assez intense mais en même temps assez cool. On bossait 6 heures par jour et puis à la fin du mois on avait ce clip où on avançait vraiment chaque jour, on arrivait, on disait qu'est-ce qu'on fait, on avait une sorte de ligne mais tous les jours c'était vraiment une sorte de jeu et on voyait le film se monter tout seul et c'était une vraie belle première expérience qui nous a permis aussi vachement de parler et de se ramener des éléments et de se dire putain quand je te dis ça, je veux dire ça et quand on va montrer ça. Et en fait on a développé un vocabulaire commun assez fort à ce moment-là et sur lequel d'ailleurs on est resté et on reste dans notre mode d'écriture on reste sur ce mode d'écriture depuis. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est retrouvés quand on analyse nos 3 premiers films, genre Je t'aime, Renard, Vésuve et même Une île et Maman, on parle assez beaucoup de gens qui se regardent à travers des murs, à travers des vitres et qui imaginent ce qu'il y a chez l'autre ou ce qu'il y a dans l'autre et qui essayent je sais pas, d'avoir une interaction mais qui n'y arrive pas en fait et j'ai l'impression que c'est un peu il y avait des thèmes comme ça et une manière de gérer les fixes, les regards, de tenir les regards en fait et je pense que c'est là-dessus aussi on s'est pas mal voilà. Les rideaux aussi pas mal de rideaux dans nos films. C'est des images images et sur le sens que nous on mettait derrière et en fait on se rend compte que nous on va mettre un sens qui est déjà pas commun, pas entièrement commun. Genre moi je vois des choses derrière un rideau que Hugo voit pas et inversement et c'est encore pire une fois que le film est montré, c'est-à-dire que les gens voient encore d'autres choses, etc.
Et c'est cette forme aussi d'écriture ouverte sur laquelle on s'est retrouvé, où on n'a pas envie de verrouiller une histoire de manière... ouais, voilà, t'as bien compris, le gag il est au milieu, et la chute elle est à la fin, etc. Ça nous emmerde un peu. Du coup, cette capacité de lâcher prise au sein d'un scénario pourtant très simple, quelqu'un ouvre une porte, regarde quelqu'un d'autre, etc. C'est vrai qu'on s'est retrouvé sur des trucs sans se concerter là-dessus, mais sur des trucs qui nous séduisaient là-dedans, de mystère en fait. Il y a un mystère, c'est pour ça qu'on parlait de ce travail-là et de la signification qu'il peut avoir. C'est plus des images, des objets qui vont nous fasciner, nous regrouper tous les deux, et on va s'imaginer des choses autour de situations sans vraiment aller au bout de la clarté de la chose, de ce qu'il y a derrière quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre, quoi. Et en fin de première année, donc il y avait les premiers stages à faire. Et il s'est avéré que moi, avec 2 autres, donc avec Jonathan Job Kondo et Nicolas Pégon, on a commencé à bosser déjà ensemble donc sur un premier film qui s'appelait Jésus 2000. En fait, au lieu de faire un stage normal, on a voulu faire ça en faisant un film directement. On était à l'époque aussi avec Jean-Baptiste Cumont et Clément Desnos, qui était la classe au-dessus. Et l'année d'après, c'est là que ça a plus commencé avec Nicolas Pégon. Particulièrement, on commençait à se dire ce serait pas mal de faire ça régulièrement, en fait, parce qu'on avait vraiment bien aimé. Et pourquoi pas en faire notre boulot, quoi. Mais il n'y avait pas encore vraiment l'idée du collectif, il n'y avait pas de nom à l'époque. Sur Internet, on nous appelait Jésus 2000 parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, mais on commençait déjà à nous proposer des pubs ou des clips ou des trucs comme ça, mais tout doucement. Et en fait, en deuxième année, c'est pendant le générique d'Annecy, on a splitté. Du coup, nous 3, on était ensemble sur un film, pendant que Nicolas Pégon et Jonathan Job Kondo étaient sur un autre film avec Paul Lacollet, Kevin Manac et puis du coup d'autres gens, mais qui sont pas après restés dans le collectif, parce qu'ils voulaient faire d'autres trucs. Et après, c'est vraiment pendant l'été suivant, du coup, le deuxième stage, on a fait tous ensemble Todor et Petrou. Là, c'était vraiment une envie commune. On s'est pas dit, tiens, on va faire un film, qu'est-ce qu'on a comme idée. C'était plutôt, genre, on en a parlé toute l'année. L'avantage qu'il y avait aussi, avec le nom CRCR, c'était qu'on signait pas nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on pouvait se permettre de... Enfin, on était tous un peu plus à l'aise vu que ça allait pas être signé soit Rémi Bastille, soit Jean-Louis Pires, etc. Et du coup, on était déjà plus à l'aise. Ça va pas être nous qui allons être jugés, mais le groupe, donc une espèce d'entité qui n'existe pas vraiment. Et après, on essaye de partir du principe que si on n'est pas d'accord, c'est pas l'idée de l'un ou de l'autre qui est meilleure, c'est l'idée qu'on va trouver ensemble qui va être plus efficace que toutes les autres. C'est l'inverse du compromis, en fait, c'est essayer de travailler ensemble pour trouver une réponse meilleure que celle que individuellement on aurait pu proposer. C'est quand on arrive à bosser comme ça que ça marche bien, et que même personnellement on s'enrichit. En plus que professionnellement, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a pas beaucoup d'inconvénients au final. Puisque Ça dépend comment on le prend, quoi. Voilà, c'est ça. L'inconvénient, ça pourrait être que des fois, du coup, je sais pas, je dirais que le collectif prend le pas sur certains projets perso, mais finalement, comme dit Nico, le collectif est suffisamment large et on est suffisamment... de toute façon... à la base, on est potes, on a envie de bosser ensemble, et si Dès le on... début aussi, faut te dire, on n'avait pas... Quand on mate les génériques, il y a marqué animateur, on est tous les 5. Merci. On se tient les micros et tout. Enfin, non, et ouais, il y a ce côté, on se met tous à égalité. Il n'y a pas genre un mec qui est marqué scénariste ou réalisateur ou décorateur ou machin. On se loge tous à la même enseigne, histoire d'aplanir un peu... Et... Oui, bah... En fait, le collectif, ça peut poser des problèmes quand il y a des questions d'ego qui rentrent en jeu. Oui, c'est ça. Mais sans qu'on essaie de les esquiver direct, donc c'est pas de souci. Dans notre expérience, du coup, vu que de toute façon, ça s'est créé dans le cadre, encore une fois, de la façon dont on bossait à l'école, on a le même background, on a les mêmes cours. Donc forcément, il y en a qui sont plus ou moins forts dans certains domaines. Donc quand on bosse, on va... mais c'est naturel en fait, on se connaît depuis le début en gros
notre vie professionnelle dans l'animation. Donc du coup, au final, quand on fonctionne, c'est ce que dit Nico, c'est que le gros avantage, c'est que on n'a jamais fonctionné sur tirer la couverture dans le groupe. Non, c'est moi qui ai écrit le film, donc s'il vous plaît. Non, à chaque fois, on écrit à plusieurs. On se répartit les tâches de façon tout à fait naturelle, suivant le style qu'on veut tous à plusieurs pour le film, et qui va varier suivant les productions qu'on fait. Et l'écriture, elle se fait à 5 ou à 6. C'est pas facile, mais à côté de ça, il faut avoir des arguments béton pour faire passer une blague si c'est une blague, ou une idée. Donc ça peut prendre du temps, mais ce qui nous rassure, ou en tout cas on a l'impression, c'est que du coup, quelque part, c'est le classique dans les séries, ils bossent comme ça, même dans les longs métrages. Le fait qu'on soit plusieurs fait que on se motive, et qu'en même temps, si l'idée est passée, quelque part, elle a déjà convaincu quelques personnes, quoi. Elle est pas juste... Il y a personne pour... quand on bosse tout seul, je dis, j'ai la meilleure idée du monde, c'est peut-être pas vrai, mais il y a personne pour lui dire, en tout cas. Là, au moins, on le sait tout de suite, quoi, si c'est pas génial. It's fun to collapse.